Assalamu alaikum, shalom, bonjour, nous sommes le vendredi, grand jour pour les auditrices et auditeurs de confession musulmane. Sur le coup de 13h, vous allez pouvoir aller à la mosquée pour la grande prière du vendredi. Merci de porter le club La Presse dans vos intentions et prières. Je sais compter sur vous pour respecter les mesures barrières. Nous sommes en fin de semaine avec l'actualité riche et variée que nous avons tous connue. Nous avons fait l'effort de vous en faire la synthèse et pour cela, le plateau est bien achalandé. Commençons par la technique. Nous sommes accompagnés donc par Don Piero Gade Suleiman et Géraud Akoucha. Alors pour le plateau, justement, commençons par la grande dame ODD que nous retrouvons aujourd'hui, Djatougbe Roland Asiaka. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour. Merci de donner une touche féminine à ce studio qui est trop souvent masculin. La preuve, vous êtes 1 contre 5 aujourd'hui. Ah oui. À votre droite, il s'est arrangé pour être à côté de vous. On peut deviner pourquoi. Olivier Adja, bonjour. Oui, bonjour Sas et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Olivier Adja, c'est AfriPresse, le journal Arakiri, pendant que en face, à ma gauche ici, c'est Marc Aboflan de Élite d'Afrique. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Et comme nous savons le faire, nous avons 2 invités, dont un médecin et un avocat. Commençons par le médecin qui est avec nous et il nous accompagne dans le cadre de la riposte à la à la Covid-19. Professeur Didier Koumavi Ekwevi, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs de Canal FM. Auditrice, s'il vous plaît, professeur. Bonjour aux auditrices de Canal FM. Merci. Bien, vous êtes médecin épidémiologiste. Vous êtes chef du département de santé publique à l'université de Lomé. Vous êtes membre du conseil scientifique chargé de la riposte à la Covid-19. Merci encore une fois pour votre disponibilité. L'avocat qui est avec nous, maître Célestin Agbogan, bonjour. Bonjour Sas, bonjour aux messieurs et aux dames qui nous écoutent. Merci, maître Agbogan, que vous connaissez très bien, avocat, défenseur des droits de l'homme, avocat au barreau de Lomé, mais président, président, c'est ça? L'actuel président? L'actuel président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Nous allons commencer bientôt par vous. Juste que nous partageons la pensée du jour. C'est une sagesse populaire qui nous enseigne que pour bâtir haut, il faut creuser profond. Pour bâtir haut, il faut creuser profond. Si vous voyez un gratte-ciel, vous pouvez deviner quelle est la profondeur de sa fondation. Eh bien, maître Agbogan, nous vous avons convié pour nous annoncer en grande première un événement. Oui, merci Sas pour l'opportunité que vous nous offrez en tant que président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et parce que nous sommes à la veille de la célébration de notre jubilé de Perles, et 20 juillet 90, 20 juillet 2020, la Ligue togolaise des droits de l'homme a 30 ans, lundi prochain. Et vous savez que la Ligue togolaise des droits de l'homme est une organisation, une association de la société civile qui défend les droits humains dans notre pays et qui a été créée donc à une période trouble de l'histoire de notre pays, à une période délicate, au moment où la dictature ou la monarchie en quelque sorte battait son plein dans notre pays, où personne ne pouvait se réunir en ce moment-là. Mais il y a des courageux qui sont constitués par des avocats, des professeurs d'université, des syndicalistes qui se sont réunis dans la clandestinité pour faire sortir ce joyau qui a pendant 30 ans lutté pour la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme dans notre pays. Aujourd'hui,
La Ligue togolaise des droits de l'homme a 30 ans et c'est un événement que nous ne pouvons pas passer sous silence. Donc nous voudrons quand même la célébrer ou célébrer cet anniversaire-là et pour marquer l'histoire ou bien malgré la situation sanitaire dans laquelle nous vivons, nous voudrons quand même l'adapter à la circonstance. Merci maître. Quand vous rappelez cela, j'avais la chair de poule. C'était des années de ferveur. Le jeune étudiant que j'étais en 90, je me rappelle la bravoure des aînés comme maître Joseph Kwaku Kofigo, qui avait été le tout premier président de la LTDH. À ses côtés, maître Jean Yavi Degli, maître Ruben Adamambros, maître Yavi Aboibo, maître Jovi Gali, tous ces avocats qui seraient trop fastidieux de citer ici. Nous leur devons mémoire à ces pères fondateurs qui ont permis aujourd'hui que nous puissions créer des associations un peu partout, que nous puissions animer nos émissions, exprimer nos opinions. Ce n'était pas évident. Eh bien, maître Abogan, qu'est-ce que vous mettez au menu de vos 30 ans à la LTDH? Oui, nous avons prévu organiser principalement une conférence internationale et qui va réunir toutes les bonnes volontés ou tous les citoyens qui voudraient bien y participer, mais autour des panélistes qui sont constitués par tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la Ligue, depuis maître Joseph Kwaku Kofigo, en passant par maître Degli et Yaovi Jean, maître Devochou Kofi Messa, monsieur Akwe Gandhi, maître Amadou, maître Pandé Adjaré. Tous ces présidents vont animer des thématiques. Et nous allons également suivre les développements des développements de certaines personnalités étrangères qui contribuent à la promotion des droits de l'homme dans le monde entier, notamment Madame Alice Mongoué, qui est l'actuelle présidente de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, de Monsieur Dani Aïda, qui est le président de NDI en RDC, le représentant de NDI en RDC, Monsieur Alumtine, qui est l'ancien président de la RADO, Rencontre africaine des droits de l'homme, et aussi sur le plan national, un de vos confrères, Daniel Osson-Draké. En plus de monsieur le professeur Afedouama, qui est un militant de première heure de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Est-ce que ces événements vont s'organiser en présentiel avec ce contexte de la Covid-19? Justement, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous l'avons adapté au contexte, et donc cela va se dérouler sous forme de webinaire. C'est-à-dire c'est une vidéoconférence. Tous les panélistes seront à leur lieu de résidence, dans leur bureau ou dans leur maison et vont intervenir. Et il y a quand même un lien qui va permettre à tous ceux qui voudront bien s'inscrire et suivre l'événement de le suivre également en leur lieu de résidence, là où ils voudraient bien, sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. Merci Maître Abogan d'avoir honoré Canal FM, le club de la presse, pour annoncer à grande première les festivités des 30 ans de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Le jour d'incidence, ce sera lundi prochain. Lundi prochain, c'est l'événement. Et donc, lundi, nous allons faire la première conférence internationale. Et le lendemain, mardi également, il y aura la seconde conférence internationale. Nous avons placé tous cet événement-là sur le thème intitulé « La problématique des droits humains dans le processus démocratique au Togo, 30 ans de parcours ». Merci maître, merci de nous faire revivre un certain moment de l'histoire à adapter 30 ans après. Merci maître. C'est nous qui vous remercions. Eh bien, comme votre agenda est chargé, nous vous renvoyons à vos hautes charges. Merci beaucoup et bonne suite d'émission. Je vous en prie maître. Eh bien, rapidement, un vieux constaté. Je ne sais pas si vous êtes passé par la fontaine lumineuse ce matin, en face du commissariat central.
vous aurez constaté qu'un tuyau a rompu là-bas, ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois. C'est de l'eau qui se perd, l'eau de la TDE qui se perd. Je ne sais pas s'il faut adresser ce vieux constaté à monsieur le maire de la commune Golfe 4, ou bien c'est à la TDE, et je ne sais pas à qui. Il faut quand même qu'on aille arranger le tuyau là. Si on veut arroser le gazon, qu'on en fasse l'équipement adéquat, mais si c'est une panne, qu'on la répare. Et cela nous amène également, si vous circulez un peu partout à Lomé, vous allez constater des poteaux de la CET qui sont tombés, des fils électriques qui sont arrachés ou qui pendent dans le vide, des ampoules grillées, l'éclairage public défaillant sur maintes artères. Olivier Adja, je ne sais pas également à qui il faut adresser ces constats, si c'est aux différents maires de ces localités, ou bien à la CET, ou bien au ministère de l'équipement. Nous voudrions quand même avoir notre ville belle avec les installations électriques en place. Non, vous avez raison, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Et si vous demandez à chaque citoyen de Lomé ou du Togo en général, ils vous enverront peut-être en direct ici des images des quartiers où il y a donc des tuyaux qui ont donc cédé et pendant des jours les services compétents n'arrivent pas pour les réparer. Il y a des poteaux de la CT qui sont tombés ailleurs et ça traîne. Donc on ne comprend pas comment est-ce que cette situation dure autant, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui ce constat. Alors, au niveau de ces entreprises, est-ce qu'il n'y a pas des départements qui sont chargés de gérer ces cas de figure? Est-ce que ces départements ne sont pas efficaces? S'ils ne sont pas efficaces, qu'est-ce qu'on fait pour que ces sociétés ne perdent pas le temps pour intervenir? Parce que ça peut causer d'autres dommages aux citoyens, aux populations, aux habitants. Donc c'est un appel qui est lancé. Ce n'est pas forcément pour la mairie qu'il faut saisir, mais il faut saisir ces entreprises, ces sociétés qui perdent indirectement de l'argent parce que voilà, ces eaux qui coulent, ou du moins parfois c'est les citoyens et c'est les factures des citoyens qui vont en partie. Donc la régie a aujourd'hui fait des efforts pour moderniser donc ces structures, mais je crois que à ce côté-là et sur ce sujet, il y a encore des efforts à faire. Des efforts à faire. Germain Saranapouli, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Dommage que vous soyez coiffé. Oui, c'est parti. Votre chevelure à la broussaille commençait par faire partie du paysage médiatique du Togo. Oui, vu qu'il y a une levée des restrictions progressives. Ou bien vos enfants avaient peur à la maison. Oui, un peu. Eh bien, pour revenir sur nous faisons, Yatoubé, nous allons faire un petit tour au Gabon. Le Gabon qui nous offre un air nouveau depuis hier. Le Gabon qui a un premier ministre ou bien une nouvelle première ministre. Elle s'appelle Rose Christiane Osuka Raponda, nommée première ministre hier. Et nous apprenons que elle est ainsi la première femme premier ministre du Gabon. Et elle a déjà un agenda bien chargé, plutôt un curriculum vitae bien chargé. Elle a été déjà la première maire de la capitale Libreville. Elle a été successivement ministre du budget et ministre de la défense nationale. C'est une dame de 56 ans, comme ça, qui est la première ministre du Gabon depuis hier. Et d'après notre mémoire, c'est le deuxième pays africain à avoir une femme premier ministre. Et Madame Raponda Osuka suit ainsi sa sœur aînée, Mam Madior Boy, qui a été Premier ministre au Sénégal entre les mois de mars 2001 et novembre 2002. En tant que femme, vous devez en être fière, Yatoubé. Depuis l'annonce de cette nouvelle, toutes celles qui militent pour le droit des femmes et la participation de la femme à la vie politique, c'est une joie pour nous. Et je crois que c'est un exemple. Le Togo peut avoir une première ministre ou une autre.
Nous pouvons l'avoir parce qu'il y a des femmes ici au Togo qui peuvent jouer vraiment, qui peuvent occuper ce poste et le faire mieux plus que les hommes. Donc, je dis félicitations au Gabon et que le Togo suit le pas. Pourquoi pas, d'autant plus que le journal L'éveil de la nation écrit ce matin que la nomination d'un nouveau Premier ministre se révèle de plus en plus imminente. Et parmi les prétendants, les éventuels candidats à ce poste, c'est le journal L'éveil de la nation qui cite des noms comme Kodjo Adedje, Sani Yaya, Pascal Akousoulelou Bodjona, Monsieur Amonouve, ce compatriote qui travaille à la BRM, à la bourse régionale des valeurs à Abidjan, Madame Victoire Sidemero Tomenga Dogbe et Kako Nubuko. Germain Pouli, vous feriez un pronostic parmi ces noms que le confrère L'éveil de la nation avance? Non, ça va être difficile. Et on sait que l'autorité qui nomme à la primature a ce talent-là pour surprendre. Parfois par la reconduction, parfois par la nomination d'une personnalité à laquelle on ne s'attendait pas véritablement. Donc on ne peut pas pronostiquer. Et c'est la deuxième fois que le journal essaie de faire ce genre d'exercice avec quelques noms qui reviennent. Peut-être que c'est un journal assez bien informé. Mais on attendra de voir. Je peux revenir féliciter la nomination d'une femme Premier ministre au Gabon. On en a vu au Sénégal, je crois, à 2 reprises. Il y a eu Mimi Touré aussi au Sénégal. L'Éthiopie a une femme présidente. Oui. Actuellement, ça fait plaisir après le passage au Libéria de Sirleaf Johnson. Et on va inciter les femmes à compétir avec les hommes, à aller dans les sphères où il n'y a que des hommes régulièrement. Mais le Togo aussi a marqué l'histoire avec une femme présidente de l'Assemblée nationale. Merci. Alors les femmes restent toujours avec elles. Ce n'est pas toujours les femmes d'en haut, il y a les femmes d'en bas, mais qui font un travail formidable. Diatoubé, j'ai dû lire un peu sur votre chaîne Éco-Conscience TV. Vous avez fait un tour dans la préfecture d'Agou. Vous avez approché des femmes laborieuses. Racontez-nous. Ça, ce que j'ai vécu le 15 et avant-hier à Agou m'a beaucoup touché. Des femmes battantes. Ça, c'est les femmes d'Agou sont très exceptionnelles. Ce sont les femmes qui cultivent la terre, les agricultrices. Les femmes qui cultivent la terre, on en trouve partout, même chez vous et moi dans vos. Ça, les femmes, ces femmes-là m'ont donné une énergie incroyable. Et vous savez, elles ont problème d'accès à la terre. Donc, pour sécuriser la terre, il y a Women Environmental Programme Togo, c'est-à-dire Web Togo, qui est un projet actuellement qui a arrivé à sécuriser au moins 5 hectares pour les femmes, pour avoir pour les aider à avoir la terre, mère nourricière pour leur activité. Et ces femmes sont formidables. Elles cultivent tout, elles font tout et et c'est au pied du montagne, du mont Agou. Et ce qu'elles font elles-mêmes. Et elles m'ont donné un témoignage qui m'a touché. Elle dit, aujourd'hui avec ce projet, nous n'avons pas, parce que je rappelle, le projet a été débuté dans le Vaud, mais il y a eu problème de litige. Vous savez, problème foncier. On a fait, le Web Togo a mené l'activité, mais après les communautés se sont levées pour dire que bon, les terres là, c'est pour nous. Donc le projet finalement a eu des problèmes. Donc, Web Togo dit, si c'est comme ça, il faut sécuriser la terre pour la femme et assurer leur résilience face au changement climatique. Et c'est ce qui a été fait, accompagné par le projet PISCA de l'ambassade de France. Donc, ça, c'est pour vous dire que les femmes, à la base, sont la source de revenus la plus sûre pour le Togo. Le contraire m'aurait étonné qu'une femme ne parle pas en des termes si élogieux de ses consoeurs. Mais c'est quand même bien, Diatoubé. Maintenant, nous embrayons sur le feuilleton macabre du moment. C'est la pandémie au nouveau coronavirus. Les chiffres qui nous viennent du monde entier ne nous rassurent toujours pas. Si vous allez sur les chaînes internationales, ce qui se dit sur les États-Unis d'Amérique, le Brésil, l'Inde, même en Europe, on craint
une deuxième vague de contamination. Certains pays même qui retournent au confinement, alors que nous, plutôt, nous sommes à la saison du déconfinement. Je le disais, juste un rappel que c'est à partir d'aujourd'hui que le Togo procède à l'ouverture partielle mais progressive des lieux de culte. Mais pendant que les mosquées, les temples et les églises vont s'ouvrir à partir d'aujourd'hui, cette ouverture se fera sans un de nos aînés. C'est le pasteur Agbenokevi Avagnon, qui a été par 2 fois modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Depuis ce matin, nous apprenons, et c'est malheureusement vrai, que le pasteur Agbenokevi Avagnon n'est plus. Il ne pourra pas assister à la réouverture des lieux de culte, mais les prières de ses camarades et de nous tous, nos prières l'accompagneront. Eh bien, professeur Ekovi, je le disais, ce que nous apprenons dans le monde entier ne nous rassure pas. Il y a même de grands pays qui retournent au confinement alors que nous sommes plutôt au déconfinement. Les écoles, du primaire, secondaire à l'université où vous enseignez, les lieux de culte, et on annonce dans quelques jours également les frontières. Professeur, est-ce qu'on va aller à ce déconfinement en sécurité? Mais c'est l'évolution normale d'une épidémie. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une phase où on a tout fermé, et puis une phase où on ouvre. Il y a une phase de préparation. Ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est que personne n'était préparé. Lorsque vous décidez d'ouvrir ou d'alléger, c'est que vous êtes prêt à faire face à la crise. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les pays comme la France, aujourd'hui, ils sont prêts pour la deuxième vague. Ils ont du matériel, ils connaissent assez bien la maladie, ils sont formés, ils ont écrit les procédures. En ce cas, dans ce contexte, il y aura plus ce qui était la cause des décès, qui est la surcharge hospitalière, qui était l'une des causes des décès parce que la réanimation était bondée de monde. Pour nous, en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fermé tout. Et ceci a des impacts sur le plan économique. Lorsque vous êtes dans la gestion d'une épidémie, l'indicateur le plus important, c'est de réduire le nombre de décès. Lorsque vous fermez trop, c'est que vous allez empêcher des décès qui sont liés à la Covid, mais avoir des décès indirects qui sont liés à la non-fréquentation, par exemple, des hôpitaux. Donc, il faut trouver ce juste milieu qui est très difficile, et c'est pour cela que nous avons recommandé, puisque je suis dans le conseil scientifique, à une reprise progressive mais sécurisée des activités économiques, en se basant sur un certain nombre d'indicateurs qui nous permettra de pouvoir revenir à des mesures beaucoup plus draconiennes ou bien à continuer. Donc nous allons progressivement. Nous y allons progressivement. Les écoles du primaire jusqu'au supérieur, les lieux de culte à partir d'aujourd'hui et les frontières dans quelques jours. À ce sujet, devant la presse en milieu de semaine, le coordinateur national, le médecin colonel Djibril rappelait, il faut, pour ce qui concerne la réouverture des frontières togolaises, il faut qu'on se prépare correctement. C'est ce que le professeur Djibril avait annoncé. Alors justement, professeur Ekovi, est-ce que le Togo s'est suffisamment préparé pour la réouverture des frontières? Je vais un peu vous surprendre, parce que lorsque nous allons ouvrir les frontières, ça ne sera plus une gestion locale ou nationale. Ça doit être maintenant une gestion sous-régionale, puisque nous ne pouvons pas contrôler tout le monde. Les entrées, les sorties, une même personne peut traverser la frontière 4 à 5 fois. Donc, le jour où nous avons décidé d'ouvrir les frontières, ça veut dire que la gestion de l'épidémie va échapper au pays et nous passerons à une gestion sous-régionale. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, surtout dans la gestion d'une épidémie, c'est de penser qu'il s'agit d'une affaire nationale. Il faut un regard sous-régional, un regard continental, voire un regard mondial. C'est pour cela que nous devons être au courant de tout ce qui se passe. Nous avons actuellement des menaces. La première menace, ce sont les flambées que nous avons, par exemple, dans les pays voisins comme le Ghana, qui va être une menace. La deuxième menace, c'est le risque des autres épidémies, parce que les autres épidémies, nous sommes en saison pluvieuse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des cas de dengue. Avec la pluie, il y aura probablement des épidémies de choléra. Et n'oublions pas que nous avons un cas d'épidémie de fièvre jaune qui va nécessiter encore plus de moyens
plus d'actions pour une riposte régionale, parce que le plus important, c'est d'éviter la survenue des décès. Merci. Donc, en prévision de la réouverture des frontières, le Canard indépendant écrit ce matin que les patients devront mettre la main à la poche. C'est le journal qui le dit, qui écrit qui rappelle que le Togo est à une phase de stabilisation de la pandémie, mais le virus continue de se propager. Et en prévision donc de l'ouverture des frontières, les autorités du pays pensent prévoient passer à une stratégie avec les tests et le traitement à la charge des patients. C'est une question qui revient ainsi souvent, professeur. Vous êtes certes membre du conseil scientifique, mais c'est une question que nous aurions aimé adresser à des autorités politiques de gouvernement. Mais comme vous êtes là, répondez-nous, est-ce que prochainement, ceux qui devront voyager ou bien ceux qui devront surtout rentrer au pays devront financer une partie ou tout des tests de dépistage et même de la prise en charge? Il faut se dire que, toutes les options sont sur la table. Toutes les options sont sur la table. La première, c'est lorsque vous prenez les tests, le Togo ne sera pas le seul pays qui demande à la population de contribuer aux tests. Ceci se fait au Sénégal, ceci se fait au Bénin. Il y a des prix qui sont fixés. Et les tests, en général, c'est pour des gens qui décident de voyager, pas pour le malade. Donc, il y a une nuance à faire entre la personne qui désire voyager et qui va être peut-être rajoutée sur la taxe du billet. La deuxième chose, c'est la prise en charge. À l'heure d'aujourd'hui, la prise en charge, elle est gratuite. Elle est totalement gratuite. Mais lorsque nous irons vers une flambée, nous devons envisager de voir si nous pouvons aller vers une prise en charge à domicile. Ce sont des options qui sont sur la table. Et peut-être réserver finalement les hospitalisations qu'au cas grave. Ça, c'est des positions personnelles. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour savoir, qui dépister, parce que lorsqu'on va ouvrir, nous ne pourrons pas dépister toutes les personnes. De deux, où hospitaliser les gens. Est-ce que nous pouvons faire la prise en charge à domicile, comme cela se fait au Bénin, comme cela se fait en Côte d'Ivoire? Et dans ce cas, si les patients ne présentent aucun signe, ce que nous appelons les patients asymptomatiques, qui n'ont aucune manifestation clinique, ces sujets, s'ils peuvent s'isoler sans contaminer les autres, c'est une option à envisager de voir si on pourra les traiter à domicile. Et dans ce cas, il n'y a rien à payer, puisque le traitement peut se prendre à domicile. C'est comme lorsque vous avez une grippe, vous êtes à domicile. Et quand nous voyons aujourd'hui le taux de mortalité, notamment la létalité, qui est globalement de 2%, cela veut dire que ce sont des options maintenant. C'est d'être sûr que cette personne pourra être isolée et qu'il ne pourra pas contaminer ou infecter les autres. Merci. Eh bien, la mesure qui est à la mode, qui est vivement recommandée, c'est le respect des mesures barrières, dont le port du masque. Et si vous suivez en France, il est annoncé que la France va rendre obligatoire le port de masque dans les lieux publics fermés à partir de la semaine prochaine. Nous y sommes depuis déjà plusieurs semaines. Et déjà cette semaine, on voit les éléments de la FOSAP se ajouter le bâton à la carotte avec des verbalisations, des amendes qu'ils font payer aux contrevenants. Et à ce sujet, Liberté en prend acte, mais exhorte d'éviter de rééditer l'exploit malheureux du couvre-feu. Marc Abouflan, nous en parlons et je ne sais pas si vous le savez aussi, la FOSAP qui est plus vigilante, qui est plus présente et qui verbalise, mais comme Liberté le dit, il faudra que dans cette fermeté, que les éléments de la FOSAP ne cèdent pas au travers que nous dénoncions il n'y a pas longtemps. Oui, bien évidemment. Vous savez, je pense qu'avec le début de la crise, beaucoup de pays n'étaient pas préparés. Donc, chacun a pris les mesures qu'elle pouvait prendre très rapidement pour juguler la crise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une meilleure connaissance de la maladie. Il y a aussi une meilleure expérience dans la prise en charge de la maladie par différents pays. Je pense que le Togo est quand même unique à travers la mise en place de la FOSAP. Je pense que c'est le seul pays au monde qui a mis en place une unité spéciale. Maintenant, je pense que la FOSAP aussi, à ses débuts, on a vu d'abord le changement de commandement. Il y a eu quelques couacs
Mais je pense que maintenant, globalement, la FOSAP s'est ressaisie et elle commence par véritablement être à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Mais à mon avis, le plus grand défi va venir dans les prochains jours parce qu'avec l'allègement progressif des différentes mesures qui ont été prises, notamment la réouverture prochaine d'un certain nombre de lieux de culte, la FOSAP sera beaucoup appelée à veiller au grain, au respect de ces mesures-là. Et je pense qu'au-delà de tout ce qui est visible, la FOSAP doit continuer son travail, c'est-à-dire aller dans les quartiers. Il y a le sport, qui est pareil, les sports collectifs qui sont par exemple interdits, mais vous voyez tout ce qui est terrain de football de quartier, il y a des jeunes qui jouent tout le temps. Les activités, surtout le littoral, ont été interdites, mais les bars à la plage sont toujours ouverts. Et donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles la FOSAP doit être vigilante, mais dans le respect de tout ce qui est droit de l'homme pour ne pas céder au travers dont on a parlé plusieurs fois. Merci. Nous allons inviter la FOSAP depuis le commandant, depuis le colonel Amana jusqu'à ces éléments au respect des droits de l'homme, de la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est pour la FOSAP. Mais pour nous, Germain Pouli, la meilleure façon d'éviter d'avoir des problèmes avec la FOSAP à ces moments, c'est de porter le cache-nez. Oui, tout à fait. Et ce qui choque, c'est ceux qui mettent le cache-nez dans la poche. C'est pas qu'ils n'en ont pas. Quand on les interpelle, habituellement, ils sortent le cache-nez. Et c'est un peu embêtant. Ils vous diront qu'ils n'arrivent pas à respirer avec le cache-nez. Mais je pense que c'est une habitude qu'il faut prendre. C'est pénible pour tout le monde au début, mais quand on s'habitue, je crois qu'on peut tenir. Et donc, il faut inviter les uns et les autres au respect du masque. Il y a une sanction aujourd'hui qui est infligée, c'est parce que l'État est obligé d'en arriver là, parce qu'on a constaté que depuis l'annonce du port obligatoire du masque, rien n'est fait, les gens s'en foutent. Donc il faut une mesure dissuasive, et donc cette amende-là a été instituée, et donc vu que les temps sont durs, il ne sert à rien d'aller payer 3 000 voire plus pour un masque qu'on a déjà, parce qu'il y a d'énormes efforts qui ont été faits par le gouvernement avec l'appui des artisans pour pouvoir rendre les masques disponibles. Avant, il y a eu l'université aussi qui a beaucoup aidé dans la fabrication des masques. Donc un certain nombre d'initiatives aujourd'hui permettent de dire que tous les Togolais peuvent avoir des masques. Il y a de bonnes volontés qui vont aussi offrir des masques dans des zones un peu partout. Merci. Donc aujourd'hui, le masque n'est pas une denrée rare. Il est disponible, il est accessible, donc il appartient aux uns aux autres de le porter pour se protéger. Merci. Le masque, il est là aujourd'hui sans trop d'efforts, même si ça a quand même un prix, on peut s'en procurer. Il vaut mieux le porter avant de sortir, comme ça on évitera les problèmes avec la FOSAP. Mais si d'aventure la FOSAP supprimait les contrevenants, il faut que la FOSAP soit également intègre. Si quelqu'un doit payer, il faut le verbaliser, lui décerner vraiment la contravention. C'est 3 000. Il ne faut pas que ça se négocie de 500, 1000 francs. Parce qu'après, quelqu'un qui paie plutôt 500, ça l'arrange. Après, ce sont ces personnes-là qui crient à la corruption des éléments de la FOSAP. Il faut que chacun joue son rôle, Yatoubé, oui, et puis nous serons tous quittes. Que chacun joue son rôle, et je tiens à féliciter, par exemple, j'ai fait la route Lomé-Palimé pour aller à Gou. L'autre fois, j'ai remarqué que les forces qui sont sur la voie font un travail remarquable, parce que même les voitures, on arrête la voiture, on vérifie au niveau des passagers. Si vous ne portez pas, on vous arrête et puis on vous oblige à porter. Donc là, c'est vraiment un problème, comme mon frère Pouli l'a dit, c'est au niveau des citoyens. Mais je profite pour dire aux Togolais, la force FOSAP qui est sur le terrain, eux aussi, ils sont des êtres humains. Ne les provoquez pas, ne leur manquez pas de respect, parce qu'ils sont là pour faire respecter les consignes du gouvernement. C'est à nous aussi, parce que si on les verbalise, on les manque de respect, c'est aussi leur dignité et leurs droits qui sont en jeu. Nous tous, nous sommes des êtres humains, respectons les uns des autres. Non, mais ça, j'aimerais quand même ajouter en disant que le Togo se singularise donc, dans la gestion de cette crise. Et on l'a déjà dit, dans la sous-région, je crois que si on prend le nombre de contaminés, et si on prend les chiffres,
le Togo montre les meilleurs chiffres. Hier, nous devions être à 741, si je ne me trompe. Absolument, Contamination. avec 15 décès. Et par rapport au Bénin... Et beaucoup de guéris. Absolument. Et il y a moins de 200 actuellement. C'est quelque chose qui a été salué d'ailleurs par l'ambassadeur de France au Togo la dernière fois. Donc je crois qu'il faut garder le cap. Et même si graduellement on ouvre, donc on autorise les activités économiques, commerciales, si graduellement les églises et les lieux de culte en général seront ouverts, il faut quand même veiller à ce que l'élan que nous avons pris, nous puissions garder cet élan-là et que la FOSAP fasse son travail, que nous-mêmes, parce que je dis que la protection doit être individuelle avant d'être collective. C'est-à-dire, il faut d'abord que moi-même en tant que citoyen sois conscient que c'est ma vie qui est en danger, donc je dois me protéger. Et lorsque chaque citoyen togolais va commencer par se protéger individuellement, je crois que la collectivité aussi serait mieux protégée. Merci, professeur Ekwevi. Le constat est fait malheureusement que il y a certains qui se laissent encore aller à la désinvolture, à l'insouciance. Il nous revient communément que même un peu partout, les bars sont ouverts. Marc Abofran l'a rappelé. Si vous allez en bord de page, les bars sont encore ouverts, alors que le gouvernement n'a pas encore levé l'interdiction de ces endroits-là. Les kiosques de Tchoukoutou, si vous allez vers Agoé, alors là vraiment, un peu partout. Alors professeur, cela appelle encore à un sens de prise de conscience individuelle et collective. Oui, c'est très difficile parce que ce que nous demandons un peu à la population, c'est qu'on leur demande de changer complètement de comportement et de changer de vivre d'une autre façon en 3 ou en 4 mois. C'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, c'est cet apprentissage qui est un peu difficile. Pour le masque, vous voyez, le Togo a été pas un des premiers pays, mais a rendu le port obligatoire très rapidement. En Afrique. En Afrique. En France, vous imaginez, ça sera la semaine prochaine. Ça, c'est à saluer. Et il faut quand même aussi que nous puissions dire nos réussites. Quand vous prenez la sous-région ouest africaine, nous sommes le 2e pays à avoir moins de cas. Et ça aussi, c'est parce que nous avons pris des dispositions très rapidement. Donc, nous devons continuer ce travail de sensibilisation. C'est vrai que psychologiquement, c'est dur de rester tout le temps à la maison. Mais lorsque vous allez dans un bar, essayez de respecter la distanciation physique, 1 mètre, 2 mètres, et boire, mais on peut toujours rester autour d'un bar à 2 mètres, 2 mètres 50 l'un de l'autre et prendre son petit pot. Merci. Oui, en cette période où on rend obligatoire le port de casque, je veux interpeller sur la bonne gestion des masques après usage. C'est très important parce que c'est une autre source de pollution, de santé publique et bien sûr de l'environnement. Et j'interpelle le comité qui gère la crise, la coordination, tout citoyen, vous utilisez, si c'est lavable, utilisez, prenez soin parce que ça se retrouve déjà dans la rue, sur les voies et c'est pas du tout bien. C'est pour la protection de notre environnement, notre cadre de vie et surtout pour notre santé, la santé publique. Oui, professeur, vous qui êtes membre du conseil scientifique, ce que dit Diatoubé, c'est pertinent. Les masques après usage, on les jette un peu partout. Ils deviennent source de contamination. Les dispositifs de lavage de mains devant les bureaux comme Canal FM. Après, les eaux là, on les verse un peu partout. Mais ces eaux là et ces masques pourraient nous revenir sous forme de contamination aussi. Oui, c'est la difficulté de la gestion d'une épidémie. Une épidémie, c'est très, très, très difficile à gérer. Il n'y a pas de bonnes décisions, il n'y a pas de mauvaises décisions. Il y a des décisions, il faut les appliquer. La question des masques, c'est-à-dire que comment gérer ces masques, c'est en réflexion pour trouver une solution rapide et pour que ne pas créer un deuxième problème. C'est comme la gestion des déchets plastiques. Donc la réflexion, elle est en cours. Nous trouverons bien entendu des solutions avec quelques jours de retard. L'occasion pour nous quand même de saluer vous-même et vos collègues de l'université, vous qui avez aidé à faciliter la fabrication des solutions hydroalcoolisées, à fabriquer également, à proposer des modèles de masques fabriqués par nos artisans qui les rend beaucoup plus accessibles. Mais le travail n'est pas fini, professeur. Exactement, le travail n'est pas fini. Nous continuons à réfléchir
à trouver des solutions. Vous savez que nous avons même l'ambition de vouloir faire une évaluation clinique pour voir si les phytomédicaments marchent chez les sujets qui sont atteints de Covid. Donc il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours. Nous avons des études qui sont également en cours pour voir l'impact sanitaire, l'impact économique et l'impact social de la Covid-19 que nous venons de terminer, et pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire en termes d'ajustement. Nous venons aussi de faire une analyse de la situation pour connaître exactement les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de la gestion avec des propositions de solutions. Merci. Le virus appelle de nous de nouveaux comportements. C'est ce que la presse fait. Il y a beaucoup de journaux qui ne paraissent plus en papier. C'est plutôt la version numérique. Et des gens même ont eu l'ingénieuse idée de vendre les journaux par voie numérique, notamment sous la forme d'un kiosque. Olivier Adja, vous en savez quelque chose? Oui, bien sûr. Et vous savez, en ces temps de Covid, nous tous nous disons donc plusieurs secteurs d'activité ont été violemment impactés, et le secteur de la presse n'est pas du reste. Il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière, toutes les productions de la presse, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux et en accès gratuit, les PDF, tout cela. Donc, alors que derrière, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est des investissements. Donc, ensemble avec des amis, nous avons réfléchi à trouver des solutions à ce problème, et l'application, le kiosque est né. Donc, c'est une application qui vous permet, partout où vous êtes, vous allez dans Play Store et vous mettez le kiosque, et puis vous la téléchargez, vous installez sur votre téléphone Android, et puis chaque fois que vous avez besoin d'acheter un journal, vous n'avez donc qu'à aller dans le kiosque et cliquer. Vous avez la possibilité d'acheter avec votre compte T-Money ou Flouz. Bientôt, nous allons aussi installer les PayPal, afin que nos frères qui sont de la diaspora aussi puissent avoir accès. Autre innovation, c'est pour les médias en ligne. Aujourd'hui, nous trouvons un modèle économique finalement pour les médias en ligne. Ceux qui ont donc des articles exclusifs, des enquêtes fouillées, peuvent publier ces articles dans le kiosque et les vendre à un prix raisonnable. Voilà entre autres ce que nous proposons aux Togolais, aux consommateurs, parce qu'entre-temps, les gens ont peur d'avoir des contacts avec les journaux, puisque la fabrication d'un journal, ça passe de main entre plusieurs mains avant d'arriver au consommateur final. Donc, les mesures de barrière, ou bien les mesures barrières, aidant, les gens avaient peur. Maintenant, vous avez la possibilité d'acheter tout ça là dans le kiosque. Donc, nous invitons à télécharger l'application, à l'installer pour avoir accès aux journaux à tout moment et à tout endroit de la Terre. Merci. L'homme a cette faculté de s'adapter à toute situation. Le coronavirus, mais également la politique à la togolaise. Nous allons en parler avec les événements de cette semaine. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Makabouflan, Agboyome Kodjo, se trouve porté disparu depuis quelques jours. Et je ne pense pas. Le micro ? Je ne pense pas que Agboyome Kodjo soit porté disparu. Je ne sais pas si lui-même... Disons plutôt qu'Agboyome a disparu des radars. Oui, plutôt des radars, mais je suis persuadé que c'est parce qu'on ne le cherche pas. Si ses militants, ses amis, sa famille savent où le retrouver, parce qu'à mon avis, aucun membre de la famille d'Agboyome Kodjo aujourd'hui n'a déclaré ne l'a déclaré personne disparue. C'est vrai qu'il y a eu quelques supputations sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, selon les informations dont moi je dispose aujourd'hui, Agboyome est bel et bien à Lomé. Il est même, pour ceux qui veulent le voir, je pense, dans son domicile. Que beaucoup de Vous l'avez vu vous-même? Je ne l'ai pas vu lui-même, je ne l'ai pas vu moi-même, mais j'ai des informations quand même qui confirment qu'il est bel et bien à Lomé. Ok, nous en parlons parce qu'il y a plusieurs sources, plusieurs informations. Pour les uns, il aurait franchi clandestinement la frontière côté ouest, à se demander, à ce moment où les frontières ne sont pas encore ouvertes, comment il a pu s'arranger pour se retrouver dehors. C'est une piste. Cette piste démentie par sa collaboratrice, Madame Django Johnson, qui disait en début de semaine que M. Agboyome Kodjo était bel et bien au Togo, mais au Maki.
C'est ce que Mme Adjambo Johnson avait dit. Olivier, Marc vient d'ajouter que M. Agboyome serait à son domicile. Oui, bon, c'est certainement les informations qu'il a à sa disposition et il a dit donc. Et maintenant, c'est à nous de vérifier. Peut-être qu'il y a un reproche que nous pouvons faire à nous, les journalistes, c'est que nous prenons pour agir content tout ce qu'on nous rencontre et sur les réseaux sociaux et ailleurs. Si bien qu'on nous a dit Agboyome a fui le pays, donc tout le monde a dit qu'il a fui. On nous a dit que le doyen des juges d'instruction a émis un mandat d'arrêt international contre Agboyome et nous tous nous l'avons repris. Et maintenant, voilà, il y a une information. Je crois que c'est le lieu de vérifier tout ça. Mais par simple analyse, on pourrait se demander alors si Agboyome a Lomé et qu'il ne s'est pas présenté devant le juge. Et alors, qu'est-ce que le juge attend pour aller, donc, en tout cas pour aller vers lui, pour demander des explications. Parce que on sait que la justice, il ne s'est pas présenté, il était convoqué, il ne s'est pas présenté. On sait aussi que il a fait donc une vidéo en annonçant que sa vie était en danger parce que il y avait un complot contre sa vie. Donc après ça, on nous a annoncé qu'il avait pris le maquis et au Togo ou ailleurs, c'est selon, mais aussi que la justice a émis un mandat d'arrêt contre lui. Donc tout ceci mis ensemble, alors on se pose la question si Agboyome a Lomé, qu'est-ce qui se passe? La justice n'intervient pas, ou qu'est-ce qui se passe qu'Agboyome est à Lomé, mais il ne se présente pas devant. Merci. Alors, en face de ces supputations, ce qui est quand même une réalité, c'est que le collège de ces avocats a sorti un communiqué cette semaine, communiqué au terme duquel nous apprenons que Agboyome avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour demander un sursis de la procédure en cours ici au Togo, ce qui amène Togo Matin à écrire ce matin que, après avoir défié l'État togolais, Agboyome Kodjo et compagnie se réfugient dans les jupons de la CEDEAO. Germain? C'est une analyse donc de Togo Matin. On peut peut-être aller dans ce sens quand on se rend compte que la CEDEAO a joué un grand rôle donc, dans l'élection au Togo, parce qu'elle a contribué à régler la crise née du 19 août. Elle a accompagné les différents processus électoraux, donc à commencer par la législative, les locales et puis la présidentielle. Et quand ce candidat, Agboyome Kodjo, ne reconnaît pas le travail fait par la CEDEAO, et aujourd'hui se retourne vers cette même CEDEAO, on ne sait pas ce qu'il attend de la CEDEAO, mais je pense que quand on est coincé... Il faut faire une nuance. C'était la commission de la CEDEAO, l'organe politique, qui avait aidé à régler la situation au Togo, alors que Agboyome et les siens s'adressent maintenant à la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, les deux institutions appartiennent à la CEDEAO. On ne peut pas... Bon, c'est vrai que l'une est judiciaire, l'autre est beaucoup plus politique, mais toujours est-il que c'est l'institution CEDEAO qui coiffe ces deux sous-institutions, si je peux le dire comme ça. Mais je pense aussi qu'il n'est pas le seul. Un autre candidat, Jean-Pierre Favre, avait saisi la CEDEAO pour pouvoir annuler l'élection, sachant bien que ce n'est pas du ressort de la CEDEAO d'intervenir dans ce genre de situation et que sur le plan électoral, c'est la Cour constitutionnelle togolaise donc, qui est habilitée à trancher. Et Agboyome Kodjo a saisi cette Cour constitutionnelle qui a tranché. Maintenant, on sait aussi qu'il conteste la levée de son immunité parlementaire, mais je pense tout simplement que c'est un candidat qui s'est créé de grands problèmes, qui s'est mis tout seul dans une situation difficile et aujourd'hui avec l'aide de ses conseils, de ses avocats, il essaie d'envisager toutes les pistes qui peuvent ralentir, freiner ou peut-être pouvoir stopper cette procédure qui est judiciaire qui est engagée contre lui. Je pense tout simplement aussi qu'il essaie aussi de voir des voies politiques. Brigitte Adjamagou est sortie la dernière fois pour demander un dialogue. Donc c'est un peu toutes les options qu'ils sont en train de voir et je pense que le taux se referme sur ce candidat-là qui est allé un peu trop loin dans sa manière de contester. On a assisté à plusieurs contestations électorales, mais de cette façon-là, c'est la première fois. On espère qu'il va profiter donc de ce recul-là pour garder profil bas, avec l'espoir peut-être que la justice pourra envisager donc
de faire les choses autrement. Bon, maintenant le mandat est lancé. On dit qu'il est là, on dit qu'il n'est pas là. Toujours est-il qu'il apparaîtra. S'il est au Togo, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup rester silencieux. Il va probablement faire parler de lui. S'il est à l'extérieur, il fera parler de lui, à moins que finalement il décide d'obéir finalement à ces restrictions-là liées à sa libération sous condition. Le problème de fond, c'est le scrutin présidentiel du 22 février. Donc, Guillaume et les siens continuent toujours à revendiquer Urbi et Orbi leur victoire. C'est ce qui les a amenés à leur interpellation. Quelques jours de garde à vue, liberté sous condition. Mais ces points que Agboyome violerait, ce qui lui a valu la convocation à laquelle il n'a pas honoré, porté disparu, d'où cette rumeur que confirme Liberté qu'un mandat d'arrêt international est bel et bien émis contre l'opposant Agboyome Kodjo, écrit Liberté. Le problème de fond, le litige post-électoral, comment faut-il le régler? Je rappelle que officiellement, la Cour constitutionnelle a validé la victoire de Faure Gnassingbé qui a prêté serment depuis. Malgré ça, Guillaume et les siens continuent à faire beaucoup de bruit pour réclamer leur victoire. Mais pour un parti politique comme le CAR, il faut plutôt œuvrer pour un règlement politique et consensuel de la crise à travers des discussions franches et inclusives pour sortir le pays une fois pour toutes du cercle infernal des élections constatées. Ça, c'est la position du CAR. Togo Matin nous parle d'un autre parti politique qui a émis une réaction. Dernièrement, c'est, je crois, Togo Matin qui écrit à la page 3 que la CPP pour sa part appelle les acteurs politiques à un grand pardon et au vivre ensemble. Autre parti politique encore, c'est l'UDS Togo. L'UDS Togo également qui est sorti de son silence et dont nous parle le Canard indépendant, l'UDS Togo, donc dont l'indépendant, plutôt le Canard indépendant écrit les propositions audacieuses de l'UDS Togo. Togo Matin lui aussi écrit UDS Togo préfère s'organiser pour mieux préparer l'avenir. Macabouflan, voilà le résultat officiel, la position de la dynamique Podro et les pistes de solutions que proposent et le CAR et la CPP et l'UDS Togo. Oui, vous savez, à mon avis, le contentieux donc, de cette élection est déjà vidé et donc il faudrait tourner la page. Mais toujours est-il que cette question, avant d'être une question judiciaire, demeure avant tout une question politique. Et aux questions politiques, l'idéal, c'est de trouver des réponses politiques, pour paraphraser un peu Feu Agboibo. Et donc, vous avez aujourd'hui d'un côté une opposition quasi inexistante. Et le fait même si Agboibo a en tout cas procédé à des comportements qui font mériter cette poursuite judiciaire, je pense qu'il serait de bon ton qu'en bon père de famille, que le chef de l'État trouve une solution politique à ces questions-là et qu'on puisse véritablement faire face aux questions qui, à mon avis, sont plus importantes aujourd'hui, notamment la gestion de la crise sanitaire, la relance économique et puis le travail dans le cadre du PND qui est lancé et qui aujourd'hui est ralenti par et le Covid et en partie les élections auxquelles nous avons eu à faire face. Et donc, à mon avis, il faut clore définitivement la page politico-judiciaire des élections de 2020 et passer, je pense, avec tous les acteurs, tous ceux qui contestent encore aujourd'hui un règlement politique. La question est posée, alors, est-ce que c'est la justice qui doit prévaloir dans cette affaire avec Agboyome et les siens, ou plutôt il faudra que est-ce qu'il faut aller à un règlement politique? Non, je crois que si on fait appel à l'histoire, et si je me trompe, c'est la première fois que pour ce genre de situation, on poursuit un candidat.
Et on a connu des gens comme Jean-Pierre Fabre dans ce pays qui ont contesté pendant au moins 5 ans une élection présidentielle sans pour autant être convoqué. Peut-être c'est la posture mais avant Fabre, on a connu également Gilles Olympio qui avait revendiqué la victoire en 1998. On a connu également Boba Kitani qui avait revendiqué par 2 fois la victoire en 2003 et en 2005. Et on fait des discours appelant, en mettant dans la peau de président de la République dans ce pays. Et tout le monde retient la phrase, et c'est pas la phrase fétiche qu'il disait que votre président vous parlait. C'était Boba Kitani, bien sûr. Donc je crois que ce cas, cette situation peut être réglée sur le plan politique. Et il faut discuter et trouver donc des terrains d'entente, comme on sait le faire d'ailleurs au Togo. Et on sait que on a la tradition de faire des élections. Après les élections, on a la contestation. Après la contestation, on a un dialogue. Et après, donc c'est devenu notre marque déposée. Pourquoi alors il ne faut pas poursuivre dans ce sens? Je le prends sur le plan humoristique, mais je crois qu'il faut trouver un terrain d'entente pour essayer de sortir de cette crise, ou du moins de ce problème qui a, à mon avis, beaucoup déjà duré. Alors Germain, est-ce que la solution politique pourrait se faire sous la forme d'un gouvernement d'union, d'un gouvernement d'ouverture, appelez-le comme vous voulez, d'autant plus que le chef de l'État tarde à former son premier gouvernement de la 4e mandature? Est-ce que la solution pourrait passer par là et que l'angle serait prise entre le pouvoir et toutes les actions politiques dans la dynamique Pojiro? Ouais, voilà. Donc, je pense en fait l'objectif de la dynamique, c'est ce genre de scénario, c'est-à-dire créer une crise post-électorale et espérer l'ouverture d'un gouvernement auquel il pourrait participer. Alors tout de suite, il y a le ministre Bavara qui a dénoncé cette posture-là en disant que Aguemo Kodjo voulait la primature. Mais dans sa dernière sortie, Aguemo Kodjo, quelques mois plus tard, dit qu'il ne veut pas de la primature, il veut plus que ça. Il a même dit que le pouvoir lui a proposé la primature et il a refusé. Mais voilà, mais on sait que le schéma est clair. Quand quelqu'un conteste, ça peut créer une crise. Malheureusement, la contestation n'a pas abouti à la crise. Donc l'utilité d'un dialogue même, c'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas eu la crise post-électorale. Et donc, Aguemo n'a pas réussi à faire descendre un seul individu dans la rue. Il n'a pas réussi, comme Jean-Pierre Fabre, à faire descendre ses militants pendant 4 ans au moins. Donc, il avait dit qu'il n'allait pas revendiquer sa victoire à la plage et qu'à midi déjà, il allait ramener le fauteuil présidentiel donc, à ses militants. Donc, ce qui s'est révélé finalement, donc, des paroles en l'air. Et donc, il n'y a pas de crise et le pouvoir sait que c'est cette situation qu'il voulait créer. Donc, ça m'étonnerait qu'un dialogue aille dans ce sens et qu'on ouvre un gouvernement, un candidat qui a perdu l'élection, ce qui voudrait dire qu'effectivement, il y a eu fraude. Parce que quand vous acceptez de partager le pouvoir avec quelqu'un, c'est que vous reconnaissez qu'il mérite une partie du pouvoir. À partir du moment où il n'y a pas de crise, cette option-là, à mon avis, ne peut pas être sur la table. Et surtout que très tôt, un ministre de Fournier Simbe a dénoncé cette posture de la dynamique. Aguemo Kodjo dit, bon, on lui a proposé, il n'a pas accepté, mais récemment, Brigitte Diamago de sa dynamique est sortie pour réclamer un dialogue. Maintenant, est-ce que l'objectif du dialogue, c'est de lever cette procédure judiciaire-là qui est enclenchée contre certains membres de la dynamique, dont le candidat Aguemo Kodjo, ou l'objectif du dialogue, c'est de régler une crise post-électorale qui finalement n'a pas eu lieu. Maintenant, dire que c'est au Togo qu'il y a contestation, je reviens un peu à ce que disait Olivier. Non, l'actuel président du Ghana, il a contesté son échec pendant tout le mandat de l'ancien président qui est parti, à qui il a succédé finalement, et donc il y avait eu un règlement politique. La contestation, c'est pas seulement pour Togo. Aux États-Unis, les gens continuent à contester la victoire de Trump, alors qu'il est à quelques 4 mois de la fin de son mandat. Eh bien, on va devoir se prendre là. C'est une tradition, mais je ne trahis pas un secret. C'est-à-dire, il y avait un dialogue qui était dans les tuyaux, et négocié par le feu Agbebo.
Et on attendait seulement son retour. Malheureusement, il n'est pas revenu. Sinon, il y avait un dialogue qui était dans les tuyaux, qui devrait normalement s'ouvrir après le Covid, en fait. Nous avons fait l'effort de faire la synthèse de l'actualité de cette semaine, la riposte au nouveau coronavirus, le Togo qui attend toujours son nouveau gouvernement, cette nouvelle bouffée d'oxygène qui nous vient du Gabon avec une femme Premier ministre et puis quelques sujets de proximité. Nous vous attendons sur l'un ou l'autre sujet incessamment lorsque nous aurons un peu soufflé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous remercions davantage de nous compléter par vos commentaires, vos questions. Pour vous écouter, le professeur Ekwevi, les confrères Germain Pouli, Marc Abouflan, Olivier Adja et Djatoubé Roland. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Monsieur Sylvain Agbaï. Oui. Nous vous écoutons. Oui, merci. Je salue l'invité là, le docteur. Le professeur ou bien le docteur, je sais pas. Bon, je voulais lui demander s'il y a une disposition, parce que l'autre fois, Posez la question directement. Oui. Et pour les sanctions là, que les policiers infligent à ceux qui ne portent pas de masque. Oui. Et la sanction, les 3 000 là, parce qu'il y a une dame à Tigam l'autre fois, elle vendait le truc là, l'œuf. Et ce qu'il vendait n'atteignait pas 3 000, c'est 2 700. Après la sanction, les policiers ont compté les œufs pour les 500 qui restaient. Bon, non, là, c'est un fait authentique que vous racontez là? Ah mais oui, ça c'est une vue constatée. Donc les policiers ont compté les œufs pour compléter l'argent. Les 500, je me suis dit, au moins il faut... Ok, bon, si c'est avéré, professeur, c'est pas vous qui avez envoyé les éléments de la Fossep. Non, chacun dans son rôle. Moi, je suis un pur technicien, épidémiologiste, je donne des orientations. Maintenant, la Fossep fait son travail. Après, s'il y a des écarts dans le travail, dans la conduite, on pourra toujours le remonter pour que les choses se fassent correctement. Merci. Eh bien, que le commandant de la FOSAP donne des instructions claires à ces éléments avant de les envoyer sur le terrain. Le suivant déjà, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Comme David avait dit. Oui, allez-y. Je voudrais m'adresser à Germain Pouli. Mais pourquoi souvent il nie l'évidence? Je me rappelle en 2015, quand il y avait Jean-Pierre Pape qui contestait les élections, sur une radio de la place, il disait que non, qu'il n'y a pas de crise, le résultat déjà proclamé, la Cour constitutionnelle a donné qu'il n'y a pas de crise. Or, depuis ce temps, en 19 août 2017, voilà qu'il y avait eu un soulèvement. Cette année encore, Agboubé conteste, il dit que non, qu'il n'y a pas eu de crise. Au lieu d'exhorter les protagonistes pour qu'ils trouvent sa chair pour discuter, trouver une solution, il nie l'évidence qu'il n'y a pas de crise. Voilà, si vous dites ça, c'est pas bien. Merci. Comme l'a dit Germain, vous passez en maître de nier les évidences ici au Togo. Non, bon, en fait, la crise, ça dépend de comment on la définit. Donc, c'est une situation qui vient un peu mettre un dysfonctionnement donc dans la bonne marche. Donc, pour vous, il n'y a pas de crise? Alors, ça dépend. Moi, je pense que ceux qui contestent disent qu'il y a une crise. Ceux qui sont au pouvoir disent qu'il n'y a pas de crise. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on a volé l'élection qu'il y a crise, forcément. Voilà, maintenant... Merci. On va prendre l'auditeur qui attend en ligne. Papa Sibiti, bonjour. Allô, Papa Sibiti. Bonjour. Bonjour, Papa. Bonjour, professeur. Merci, Papa Sibiti, allez-y. Bon, je viens de prendre les choses, mais si c'est avéré, la femme, il y a des indigents quand même. La femme qui vend des œufs, qui ne peut pas compter 5 000 et on lui impose ça. Non, Papa Sibiti, s'il vous plaît, Papa Sibiti, là c'est notre auditeur qui nous a dit ça, nous n'avons pas les... Merci, bon, okay. Excusez-moi, je vous présente mes excuses. Non, je vous en prie, Papa Sibiti. Bon, pour les bavettes, je dis souvent, il faut se dire. Maintenant, politiquement, il est impossible à quelqu'un, quand vous avez créé votre parti, c'est pour prendre le pouvoir, acquérir le pouvoir. Et cette question de
comment vous appelez, gouvernement commun là. Mais c'est ça, aidez-moi. La transition là. Oui. Non, il est impossible. Un bon président de la République, vous avez passé, on vous a élu, vous avez été élu. Pourquoi vous allez chercher à gouverner avec les autres? Ce que vous pouvez faire, quand on a fait l'OBC, est-ce que c'est ANC, c'est RPT ou bien comment les autres partis, PDR, quoi qui vont, tout le monde est dedans. Demain, vous aurez à répondre de vos responsabilités, vous aurez un compte à rendre. Chacun, le président fort, si c'est lui qui est élu, c'est lui qui est... Il n'a qu'à gouverner seul. Merci, demain, s'il y a quelque chose, on lui demandera des comptes. Vous savez, Brusquet est venu, on a vu. Maintenant, on dit, Sylvanus Olympio, voilà ce qu'il a fait. Merci, Papa Sibiti. Donc, pour vous, le président élu doit gouverner et rendre compte après. Vous-même, vous êtes d'accord, vous serez d'accord pour moi. Tous ceux qui sont là-bas seront d'accord. Non, Papa Sibiti, c'est vous qui parlez, Papa Sibiti. Gouvernement, non. Merci, Papa Sibiti. Nous passons maintenant à Clarisse. Bonjour. Bonjour, Stas. Oui. Bonjour au plateau. Je voudrais présenter une préoccupation à monsieur le professeur au sujet de l'ouverture des lieux de culte. Oui. Quand on observe les programmes, surtout au niveau des confessions religieuses chrétiennes, entre deux cultes ou messes, il y a juste parfois 30 minutes d'écart. Est-ce qu'il peut nous donner des indications pour la désinfection des lieux entre deux cultes? Merci. Merci. Professeur? C'est vrai que c'est une question qui est difficile parce que c'est la question de la désinfection. À quel rythme il faut désinfecter? Je n'ai pas la réponse, je peux le dire tout simplement comme ça. C'est-à-dire que et ça serait pratiquement impossible de désinfecter après chaque lieu de culte. La seule solution que nous avons d'efficace, c'est le port de masque et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour nettoyer soi-même sa place. Si possible, légèrement avec un peu d'eau de javel, ça pouvait déjà faire l'affaire. Mais une désinfection totale serait pratiquement impossible. Merci. Alors, un auditeur qui répond à Madame Clarisse qu'on ne désinfecte pas les bars après le départ des clients, on ne désinfecte pas les marchés, même pas les écoles, mais on y va et on en revient. Maintenant, nous prenons l'ami Pelé. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bon, je salue le plateau. Bon, je voulais demander entre le candidat Agbeyome et le candidat Faure Gnassingbé, qui a disparu sur le terrain. Depuis qu'on a fait les élections, je ne sais pas qui a vu le candidat Faure Gnassingbé là-bas. Bon, est-ce que, je vais te poser la question à notre docteur, est-ce que c'est à cause de cette maladie-là que quand on fait une élection, que par plus de 2 mois, on ne peut pas former son gouvernement? Ça, c'est une question au docteur. Deuxième préoccupation, c'est concernant aussi les forces de l'ordre de la Covid. La FOSAP. La FOSAP. Bon, et je suis d'accord qu'il faut... Allô, Pelé? Il est parti. Eh bien, professeur, c'est à cause du coronavirus que le président élu tarde à former son gouvernement? Je ne suis pas politicien, ça me fait rire. Merci. Mais ce que je sais seulement que dans le cadre de la gestion de cette épidémie, le Conseil scientifique a eu l'occasion de rencontrer à plusieurs fois le chef de l'État pour discuter des questions sanitaires. Mais la question politique, ce n'est pas de mon domaine. Merci. Zoukenine, bonjour. Allô, bonjour, Saf. Oui. Oui, c'est pas la première intervention de Jean-Marc Poli. Oui. Bon, il nous fait comprendre que bon, ceux qui contestent la victoire, comme qui a crise, bon, ceux qui prétendent avoir gagné disent qu'il n'y a pas de crise. Donc, comme lui aussi, il explique qu'il n'y a pas de crise, donc j'ai compris sa position aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela. Je vous en prie. Bon, pour le deuxième cas, bon, Agbonyi n'a pas gagné les élections. Un ami conscient que cherchait les hauts dignitaires du régime chez lui. Bonne journée. Merci Zoukenine. Chaque fois que le débat porte sur la politique, chacun sait ce qui se dit. Merci l'auditeur déjà en attente. Bonjour. Fridolin. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Et bon, je salue le plateau, tout le monde. Mais ce que je voudrais vous dire, vous Sass et Dédé, et puis notre frère Bruno, vraiment, si vous aimez le Togo,
ne cherchez pas les postes politiques. Et en ce sens que la plupart des gens que moi j'ai connus en tant que prêtre, je vous donne le nom de Monseigneur Henrion par exemple. Dapaon était la zone la plus pauvre du Togo. Aujourd'hui, par Monseigneur Henrion, nous avons eu Dapaon, la région la plus pauvre est la région centrale. Donc, quand vous voulez aider le Togo, il faudrait vraiment que nous refusions de travailler politiquement. Seulement les petits intérêts, ça n'arrange pas. Vous avez le professeur Grunitzky, la plupart des gens, le professeur Grunitzky, Amédomé, Bobo, Akimadi et Monsieur Fridolin, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne nationale. Souhaitons que chacun fasse du mieux, chacun dans le meilleur là où il est. Merci beaucoup. Kolani, bonjour. Alors, bonjour, Sass. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Moi, c'est le problème de notre président démocratiquement élu, Agbeyome. Le gouvernement de justice n'a qu'à comprendre que derrière Agbeyome, il y a plus de 70% qui ont voté. Il n'est que porte-parole. Alors justement, M. Agbeyome, il est où? Puisque c'est votre président. Mais il est là, non? Il est là, non? Et il est où? Il est chez lui à la maison, on peut aller lui rendre visite? De toutes les façons, il est sur le territoire. Peut-être qu'il est chez moi, tu ne sais pas. Donc, de toutes les façons, il est là. Bon, okay. Est-ce qu'il va répondre à une prochaine convocation du juge? Non, vous savez, il a eu des informations, il a bien dit, Agbeyome a dit qu'il n'a pas peur de la prison. Mais s'il faut l'éliminer, c'est ça. Vous avez vu ici, là, on a éliminé le colonel dans son camp. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Ici, le pays est là, on peut éliminer quelqu'un et puis il n'y a pas de justice. On ne fera que parler 2 jours, 3 jours. Au moins, s'il est vivant, comme Tipi aussi, on saura comment faire le combat. C'est pour dire au juge que, de toutes les façons, ce problème-là, c'est un problème politique. Même si on faisait partie à Agbeyome, on n'a qu'à savoir que ces millions de Togolais qui ont voté pour lui sont toujours là. Alors, vous préconisez... Donc, le chef de l'État n'a qu'à comprendre que monsieur Kolani, c'est un mandat de trop. Monsieur Kolani, vous l'avez dit, c'est un problème politique. Quelle voie de résolution, vous, personnellement, vous préconisez? Mais on doit s'asseoir pour dialoguer. On doit s'asseoir pour dialoguer parce que de toutes les façons, les Togolais souffrent. On a fait une élection où tout est parti, je ne sais pas comment dire, on dit de proclamer de bureau de vote, pas de bureau, on l'a pas eu. Maintenant, pourquoi passer pour discuter? Alors, le dialogue, la discussion, c'est votre opinion propre ou bien c'est l'option de toute la dynamique Kodjo? Mais c'est l'option de la dynamique. De toutes les façons, ça s'impose à nous, là, monsieur Estas. Oui. Le dialogue s'impose à nous, ce n'est pas à négocier, même si c'était la guerre. Il faut qu'on dialogue. Merci. Ce que je sais, en pays Moba, on s'assoit toujours dans le vestibule pour discuter de toutes les questions. Kolani en sait quelque chose. Merci à vous. Eh bien, nous revenons ici pour faire le point. Professeur, certaines questions vous ont été adressées, même si les gens ont essayé de vous sortir un peu de l'université. Oui, tout à fait. Donc, nous avons discuté des questions de la réouverture d'abord des lieux de culte. C'était une décision qui était extrêmement attendue d'abord, et puis d'abord qui est difficile. Parce que tous les autres pays où les lieux de culte sont ouverts ont connu des flambées. C'est pour cela que le gouvernement allait vers une reprise progressive, avec des indicateurs qui seront des indicateurs de suivi correct. Une fois que ces indicateurs seront évalués semaine par semaine, on décidera ou non de la réouverture des autres lieux d'église. Nous sommes dans une période un peu fragile, où nous sommes en train de tout ouvrir. Donc nous devons aussi suivre les indicateurs. Vous savez, nous avons à peu près entre 40 et 50 cas par semaine. Ce qui n'est pas le cas, alors que dans toute la sous-région ouest africaine, c'est 1500 cas par jour. C'est pour cela que nous allons progressivement. Et nous avons besoin également de la communauté pour nous aider à faire respecter l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. Merci. Comme quelqu'un dirait, le Togo, nous sommes un petit pays, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Eh bien, allons sagement pour éviter la catastrophe. J'avais une question pour le professeur par rapport au nombre de cas. C'est vrai que l'évolution du nombre de cas au Togo, c'est, comme vous le dites, 40, 50 par semaine, donc beaucoup moins par rapport aux autres pays. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que
le nombre de tests effectués au Togo aujourd'hui par rapport aux autres pays n'est pas très élevé. Non, pas du tout. Parce que le Togo fait partie, je crois, des 10 pays qui font le plus de tests en Afrique. Par rapport à plus de tests par rapport à quoi? Plus de tests par 10 000 habitants. Donc nous situons la fourchette à peu près à 48 tests par 10 000 habitants en dehors de l'Afrique du Sud et du Ghana, en Afrique de l'Est. Il y a une jolie carte du Center Disease Control de l'Afrique qui montre vraiment le positionnement du Togo. Merci, c'est la fin. Donc vous avez 1 minute pour votre mot de fin, votre carton. Germain Pouli, 60 secondes. Un carton, peut-être, c'est pour la justice togolaise. Hein. Est-ce que c'est un carton vert, un carton jaune? Je ne sais pas. C'est la gestion donc, des arrestations des élèves. Il faut que ça se fasse et que cette justice trouve un juste milieu. C'est pas la justice, c'est la gendarmerie ou la police qui sont allés chercher les élèves hier. Oui, c'est la justice qui commence comme ça. C'est la police judiciaire. C'est eux qui remettent les gens à la justice après. Donc c'est déjà la procédure judiciaire qui a commencé. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir jumeler donc les deux intérêts, l'intérêt de protéger ses enfants et en même temps celui de donner des sanctions pas trop sévères. Le carton à quelle couleur? Mais exemplaire, alors ça va être un carton vert. C'est un carton orange parce que c'est une affaire difficile à gérer. Bon, carton vert orangé. Merci beaucoup. Marc Abouflan. J'ai malheureusement un carton rouge pour tous ceux qui gèrent cette question de dépravation dans le milieu scolaire. Un carton vert, que ce soit pour les acteurs de l'éducation, d'abord les différents responsables, un carton rouge aux différents responsables de ces établissements-là, censeurs, proviseurs, surveillants. Carton rouge, je ne sais pas si c'est à la direction de la gendarmerie, mais à la manière dont la police, la gendarmerie s'est invitée dans ce dossier qui, à mon avis, devrait se gérer dans les écoles. L'école est avant tout un lieu d'éducation. Merci. Diatoubé, votre carton de fin de semaine? Ça, je donne ça à notre invité. Je sais, orange, à notre invité, à la commission que vous gérez. Je sais que c'est difficile votre travail, mais du courage. Alors, le carton, il est orange ou il est vert? Orange. Carton orange. C'est une sanction? Bon, de façon. Non, c'est jaune qui est sanction. Okay. Bon, décryptons la couleur orange entre Diatoubé et le professeur, on comprendra. Olivier Adja. Je donne un carton jaune, et à la gestion surtout. Vous m'avez dit donner 1 minute, donc je commence à 25. Et vous m'avez jaune à la gestion de la crise, pardon, pas d'une crise, mais du dossier de dépravation. Parce que vous savez, nous tous, en tant que citoyens, nous avons demandé des sanctions, mais pas qu'on mette nos enfants en prison ou qu'on les malmène. On les prend à 6 heures, on les amène, on les garde, on ne les donne pas manger pendant une demi-journée. Carton jaune. Merci Olivier. Il y a des gens qui pillent ce pays et qui sont plus graves que ça. Merci. Eh bien, pour bâtir haut, il faut creuser profond. C'est ce que nous enseigne la sagesse populaire. Toutes nos condoléances à l'église évangélique presbytérienne du Togo et la famille Avagnon, le modérateur qui n'est plus, paix à son âme. Professeur, bon week-end. Au plaisir de nous retrouver tous dans ce studio le lundi prochain, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.